prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jeu de fruits. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 25e numéro de Jus de Ciné qui sera consacré à la première moitié du mois d'août 2021. Je suis tout seul pour cette fois-ci, Marie sera là pour le 26e numéro, où il y aura évidemment un nouveau vice-versa. Pour ce numéro, le sommaire, le retour des actus, enfin une actu, plus précisément, des sorties de 2021 en salle avec The Suicide Squad, Old ou encore le 3e OSS 117, et des films d'avant 2021 avec Au bout des doigts, La collectionneuse ou encore Nuages épars. Comme toujours, un beau programme. On est parti pour l'actu du coup. L'actu donc, parce qu'effectivement, bon, j'ai regardé un petit peu les actus qu'il y a pu y avoir ces dernières semaines, bon, j'ai rien trouvé de particulièrement intéressant, sauf ça, parce que malgré tout, c'est ça, on va dire que sur le papier, ça paraît complètement improbable. Il y a une suite du film Chronicle qui serait en préparation. Chronicle qui était donc un des succès surprises de l'année 2012, qui était un film réalisé par Josh Trank, le premier film réalisé par Josh Trank, qui a ensuite fait les Fantastiques, le fameux donc reboot de 2015 qui s'est planté, hein, disons-le clairement, et qui après plus récemment a fait Capone, dont j'ai parlé dans un jeu de ciné, je sais plus lequel, mais ça devrait apparaître quelque part. Et donc faut savoir que Chronicle est un de mes films préférés, c'est mon film préféré de la décennie 2010, et c'est vrai qu'il y a une suite qui avait toujours été en pourparlers depuis de nombreuses années, depuis le succès du film, hein, parce que pour rappel, donc il avait coûté 12 millions de dollars, il en a rapporté 126 millions. Ce qui est quand même assez colossal comme retour sur investissement, disons. Et donc une suite serait en préparation, bel et bien, avec un point de vue féminin, à mettre entre guillemets. C'est le producteur John Davis qui a donc dévoilé que cette suite était en préparation, en développement d'ailleurs plus précisément. Et donc ça sera toujours produit par la Fox, et donc par Disney, hein, parce que bon, on sait que la Fox a été rachetée par Disney. Ce qui tout de suite me fait déjà un peu peur. Et donc il a juste révélé que le film, donc cette suite se passera 10 ans après les événements du premier film, et que cela va beaucoup porter sur les fake news, la vraie actualité et les dissimulations. Et donc le film va suivre apparemment le parcours de jeunes femmes qui viennent de terminer l'université et qui vont donc découvrir des pouvoirs, comme dans le premier film. Alors on sait pas dans quelles circonstances, etc. Mais apparemment ça sera donc... ça sera ça. On ne sait pas si ça sera Josh Trank qui va revenir derrière la caméra. Il y a très peu de chances que ce soit le cas, parce que bon, je pense que l'expérience fantastique l'a totalement dégoûté des super-héros, et même des gros studios, je pense. Donc il y a peu de chances qu'ils reviennent, et pareil, on sait absolument rien du casting. Mais la suite va donc avoir lieu. Honnêtement, je suis pas très confiant. Déjà, moi, les films qui... alors, je vais peut-être passer pour... bon, bref, je le dis quand même. Les films qui ont quasiment comme seule ligne de promotion... c'est un film avec des femmes. Si t'as que ça à me vendre, je t'avoue que ça fait pas rêver. C'est très bien, mais ce que je veux dire, c'est que... Vends-moi autre chose. Vends-moi une bonne mise en scène. Vends-moi un bon scénario. Enfin, si tu me vends juste ça, il va y avoir un problème. Je veux dire, ça me pose souci. Ça me pose souci, si sur l'argument c'est juste que ça va être avec des femmes et que ça a un point de vue féminin, moi ça m'intéresse pas. Enfin ça m'intéresse pas. Si, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va en faire un bon film, tu vois, c'est juste ça que je veux dire. Donc j'espère qu'il y aura des personnes compétentes derrière le projet, j'espère. Donc voilà, j'attends d'en savoir plus, je vous en reparlerai quand on aura plus d'infos. Voilà, malgré tout, je suis à la fois content et en même temps un peu inquiet. Ça va dépendre des personnes qui va y avoir derrière. On verra bien. Voilà, je voulais quand même en parler parce que j'y croyais plus cette suite, hein. Ça fait longtemps qu'on en a parlé et ça avait été plus ou moins abandonné, j'ai l'impression. Et là, ça revient un petit peu sur le devant de la scène, donc je reste très curieux de voir ce qui peut être fait. Je sais même pas si ça sera toujours avec un point de vue found footage comme le premier film, enfin caméra à l'épaule, que je trouvais particulièrement bien utilisé dans le premier film. Donc on verra bien. Voilà donc pour l'actu. On passe aux sorties de 2021 en salle, et on commence avec The Suicide Squad, réalisé par James Gunn, qui est donc passé du côté de DC après avoir fait les Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Alors The Suicide Squad, pardon, parce qu'il faut pas confondre avec le Suicide Squad de 2016, le fameux, faut pas confondre avec celui-là. Ça a toujours été un projet que j'ai trouvé très curieux, parce qu'on savait
pas vraiment si c'était une suite ou un reboot ou un remake, on savait pas trop. Et du coup, le film se situerait entre le reboot et la suite. Et donc vraiment sur papier, moi j'étais en mode, oula, ok. Et honnêtement, je comptais pas spécialement le voir. Mais bon, il y a eu des premiers retours assez encourageants. Le fait que le film soit rated R aux States et donc interdit au moins de 12 ans ici, me disait bon ok, ça peut apporter quelque chose. Et puis surtout, bon ouais, je dois reconnaître que bon, le MCU est vraiment, c'est loin d'être ma tasse de thé. Mais il faut avouer que les Gardiens de la Galaxie, notamment le premier, étaient des films intéressants. Donc voilà, donc James Gunn n'étant pas Joel Clodo, j'avais plutôt espoir. Et il s'avère qu'effectivement le film est une bonne surprise, puisque bah déjà par rapport à ce qu'on nous vendait, on est totalement dans l'esprit, c'est-à-dire que c'est assez fun, trash, décomplexé et assez subversif. Bah finalement ce qu'est James Gunn, hein, parce qu'il faut rappeler aussi qu'avant de passer chez Marvel, il a fait des films comme, alors je sais pas si je le prononce bien, mais c'est Sliver. Alors je l'ai pas vu, hein, mais c'est un film d'horreur avec des espèces je sais pas, je sais pas comment il appelle ça, mais ces espèces de saloperies de bestioles là. Ah oui, alors d'ailleurs Sliver c'est le nom VO, c'est Horribilis sinon en France. Comment il appelle ça, d'origine extraterrestre machin. Enfin voilà, bon, apparemment un film avec des grosses bestioles dégueulasses. Et apparemment le film était vraiment dégueulasse. Enfin il a aussi fait Super par exemple ou des trucs comme ça. Donc que des films qui étaient effectivement un petit peu en marge des genres auxquels il faisait référence. Et bon voilà, j'ai pas vu les films mais c'est un peu des films de... Ouais voilà, c'est un peu des films subversifs. Donc voilà, Jason est un enfant de tout ça. Et donc, qu'il soit aux manettes d'un film de super-héros, blockbuster, où apparemment d'ici il a laissé complètement s'exprimer, bah ça faisait donc plutôt rêver. Et voilà, donc effectivement, le pari est plutôt réussi. Je dirais juste quand même que j'ai été assez peu client de l'humour. Il y a 2-3 vannes qui fonctionnent, mais quand même globalement, je trouve l'humour un peu souvent lourd. Et ça fait un peu quand même humour pipi caca, lol, rigolo, machin, tout ça. Mais en fait, ce que j'ai trouvé particulièrement appréciable, c'est que déjà il y a beaucoup de bonnes idées, que ce soit dans la mise en scène ou même dans l'histoire, et surtout bah voilà, c'est un peu le genre de film, généralement j'aime pas trop ça, mais c'est un peu un film de petit malin, c'est à dire qu'au début on va suivre des personnages et puis finalement ça va complètement partir ailleurs, et puis finalement il y a ce personnage qu'on suit beaucoup puis d'un seul coup pouf, sans trop en dire. C'est un film qui parfois va complètement désamorcer des trucs, va complètement désamorcer tout un plan ou un pan de scénario juste avec une petite machin, voilà, c'est un peu... Voilà, finalement, on avait aussi déjà un petit peu ça dans la Gardiens de la Galaxie. Là, c'est un peu plus poussé. Mais voilà, je dirais surtout que c'est un film qui est généreux. C'est vraiment un film qui a assez peu de limites dans son genre du blockbuster, hein, entendons-nous bien, dans la sphère grande public hollywoodienne. C'est un film qui ne s'impose pas des limites. On sent que James Gunn a quand même pu un peu plus s'éclater, qu'il a pu être un peu plus libre de ce qu'il voulait. Et c'est cool de voir ça, c'est cool de voir que du coup, il y a un auteur qui s'exprime beaucoup plus que précédemment, que ce qu'il a pu faire avant. Et voilà, il s'éclate, ça se sent. Le film n'est pas parfait, mais honnêtement, voilà, ça dure 2h10 et ça passe... Enfin, vraiment, il n'y a aucune baisse de tension. C'est continuellement assez divertissant. En plus, il y a quelques réflexions que je trouvais très intéressantes. Il y a des idées de mise en scène, encore une fois. Et dans les combats, c'est plutôt bien filmé. Voilà, les acteurs s'en sortent bien. Les personnages sont assez inégaux. Je dirais que tu en as certains qui sont... pas très intéressants, d'autres qui sont plutôt intéressants, mais parfois peut-être un petit peu trop caricaturés, ça dépend. Surtout moi, ce que je trouve que le gros défaut du film, c'est de nous présenter des personnages au début qui ont l'air géniaux et qui finalement il va pas exploiter à fond, ce que je trouve extrêmement dommage. Aussi, ce qui m'énerve un petit peu dans ce genre de film où vraiment c'est décomplexé, où c'est fun, tout ça, parfois il y a toujours quand même un moment où le film veut essayer de nous émouvoir avec, où parfois il se la joue trop sérieux. Et ça m'a rappelé un peu Deadpool, je suis en mode mais non mais ça marche pas, enfin je veux dire assume ton côté fun et tout ça et fais pas, nous sort pas une histoire à l'eau de rose tout ça, et notamment c'est avec le personnage, comment elle s'appelle déjà, Ratcatcher me semble-t-il, qui est un personnage intéressant mais franchement son histoire, son background et tout ça, t'es un peu en mode... Ouais voilà, c'est clairement la caution émotion du truc et je trouve que ça ne fonctionne pas quoi. Avec tout ce qu'on a dans le reste, ça fonctionne pas pour moi. Malgré tout, ça reste un film que j'ai bien aimé, voilà, qui est extrêmement séduisant, qui est extrêmement, enfin qui fait du bien, voilà, parce que c'est un film qui a pas peur de parfois aller un peu loin et ça fait plaisir de voir ça.
dans la sphère blockbuster actuelle. Donc voilà, c'est plutôt une recommandation sur Suicide Squad, The Suicide Squad, pardon. Il reste évidemment meilleur que le premier Suicide Squad de 2016, bien que je l'ai pas détesté, encore que faudra peut-être que je le revoie, mais en vrai je l'avais pas détesté sur le moment. Donc voilà, si vous aimez James Gunn et si vous voulez enfin le voir un peu plus exprimé, bah, c'est plutôt une recommandation, The Suicide Squad. C'est pas facile à dire, hein, finalement, le The là nous emmerde, emmerde un petit peu au début. Prochaine sortie de 2021, c'est Old de M. Night Shyamalan. Enfin, le dernier film de Shyamalan, ça fait longtemps que je voulais le voir. M. Night Shyamalan, évidemment, metteur en scène de Sixième Sens, Incassable, Split, Glass, The Visit, Phénomène, tout ce que vous voulez. Un metteur en scène que j'aime énormément, qui me passionne depuis The Visit. Qui pour moi a signé la renaissance de Shyamalan, parce qu'effectivement il a eu une petite traversée du désert, hein, on va pas revenir dessus, mais voilà, mais depuis The Visit, moi il m'enchante, j'avais adoré Split, j'avais adoré Glass, tout ça, donc j'étais, donc maintenant je suis en mode bah let's go, à chaque nouveau film de Shyamalan, je suis trop content, j'y vais. Et donc ce Old qui arrive, avec donc un concept un petit peu fou de personnages sur une plage, qui vont vieillir très vite, en gros, sans trop en dire. Hélas, on est face à un Shyamalan bien mineur. On est clairement sur un de ses films les plus faibles dans sa filmographie. Alors le seul que j'ai pas vu, alors il y a ces deux premiers films réalisés en Inde que j'ai pas vu, et La jeune fille de l'eau que j'ai pas encore vu. Mais sinon tout le reste de sa filmographie j'ai vu. Et là on est clairement sur un de ses films les plus faibles. On n'est pas sur son pire film, mais on est clairement sur un de ses moins bons films selon moi. Parce que si le concept de base est très intéressant, si il a des fulgurances de mise en scène, comme toujours, le problème c'est qu'il y a de grosses facilités d'écriture. Le casting est très inégal. Et en fait, l'histoire ne décolle vraiment jamais. Je sais pas trop comment le dire, mais c'est un film qui manque de rebondissement. Parfois, ça rebondit mal. Parfois, ça s'enchaîne bizarrement. Il y a des espèces de coïncidences et tout ça qui font que ça avance péniblement. Et il y a des espèces de trucs... Enfin, encore une fois, voilà, pour moi, c'est l'écriture qui pose beaucoup de soucis. Il y a de grosses facilités d'écriture. Et c'est vraiment dommage. Je sais pas si c'est Shyamalan qui a écrit le film, d'ailleurs. Je vais regarder très vite fait, d'ailleurs, ça. Parce que si c'est le cas, là, mec, t'as déconné. Parce que bon, je sais qu'il écrit beaucoup de ses films, Shyamalan. Mais là, si c'est le cas... ouais. C'est clairement pas sa meilleure écriture, loin de là. Alors attendez, je regarde juste vite fait parce que je voudrais pas dire de bêtises. Est-ce qu'il a scénarisé le film? Oui, il a scénarisé le film. Alors là c'est terrible, mon cher Night Shyamalan, c'est terrible. Non. Là, clairement, ce genre de truc, il faut pas qu'il écrive. C'est juste terrible. En fait, dans le casting, je dirais... Je sais pas... En fait, c'est qu'il y a des acteurs que tu sens qui sont pas natifs américains et qu'ils ont une espèce d'accent qui, je trouve, qu'ils n'arrivent pas à maîtriser à fond. Et non, puis je sais pas, dans leur réaction... Alors après, c'est vrai que c'est pas facile à jouer parce que c'est... Faut se rendre compte aussi de la bizarrerie du concept. Mais non, il y a quand même des répliques qui sonnent très fausses, il y a un souci de décrédibilité par moment, c'est vraiment dommage, parce que pourtant, encore une fois, et moi surtout, et c'est ça que j'adore chez Shyamalan, c'est que sa mise en scène est vraiment très très bonne, il y a vraiment des pures idées de mise en scène avec des... Enfin vraiment, moi j'adore ça chez Shyamalan, vraiment, où parfois il y a vraiment des véritables fulgurances, des espèces de travelling rotatifs, des travelling machin qui sont avec une grande intelligence, avec certains Denis Bonnette, un truc que j'aime beaucoup là de Bonnette, c'est vrai que vraiment ça permet d'avoir un arrière-plan et un premier plan qui sont tous les deux nets et tu vois qu'il y a une espèce d'incrustation au milieu de l'image à peu près. C'est quelque chose que fait beaucoup Brian De Palma par exemple et je trouve ça génial et là il y en a dans ce film là et je trouve que c'est parfaitement utilisé et surtout ça a beaucoup de sens. Sûrement la mise en scène est géniale mais malheureusement c'est mis en service, voilà. C'est un film qui est mal écrit et pourtant il y avait plein de bonnes idées, c'était pétri de bonnes intentions, mais non, ça fonctionne pas. Et la fin, qui je trouve est un peu laborieuse. Vraiment, le film n'arrive pas à se conclure. Il y a 5 bonnes minutes en trop, je dirais, en la fin. C'est pas vraiment un twist, mais il y a effectivement un tournement final que je trouve intéressant, mais mal exploité. Donc bon, malheureusement, c'est un peu raté pour ce film-là. Je reste amoureux de Shyamalan et j'ai quand même envie de voir son prochain film, évidemment. C'est un cinéaste que j'aime énormément, mais là, ouais, clairement, ce Old, je comprends qu'il divise parce que clairement, c'est pas un grand film. Loin de là, reste un film intéressant, et si vous êtes sensible à la mise en scène, je vous le recommande. Mais par contre, si vous êtes beaucoup plus porté par le scénario, vous allez trouver ça nul à chier, et je peux le comprendre. Hélas, je peux le comprendre. Bon, voilà.
pour ce hold de Shyamalan, en espérant qu'il fera mieux la prochaine fois. Et enfin, dernière sortie de 2021 en salle, le troisième OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, réalisé par Nicolas Bedos, donc 10 ans après le deuxième OSS 117, donc Rien ne répond plus, qui était réalisé par Michel Hazanavicius. Donc Nicolas Bedos, qui démarque avec ce troisième volet qu'on n'attendait plus quelque part, presque. Alors faut savoir que 117, je les ai découverts assez tardivement. Cela dit, j'ai eu la chance de les découvrir en salle, donc je parle des deux premiers films, parce qu'ils étaient ressortis dans le cinéma de ma ville, enfin dans un des cinémas de ma ville, ils étaient ressortis, je sais même plus à quelle occasion, pardon, mais j'étais trop content, je me suis dit bah let's go, c'est l'occasion de les découvrir. C'est deux films que j'avais bien aimés, où je trouvais que c'était vraiment plein de bonnes idées, je trouvais que Dujardin était génial, je trouvais que c'était souvent drôle. Voilà, après j'avais pas adhéré à tout, mais c'est deux films que j'avais trouvé vraiment bien. Et donc voilà, donc je suis pas un grand fan de 117, et donc ce troisième film je l'attendais un petit peu, enfin j'étais curieux mais sans plus. Après voilà, la bande-annonce c'était encourageante, j'en sais rien, mais voilà, bon. J'étais en mode ok, pourquoi pas, voyons voir ce que ça donne. Et bon bah déjà voilà, le film avait quand même partait un petit peu, comment dire, partait mal, hein, parce que bon, Nicolas Bedos, même si c'est un très bon metteur en scène, on va dire que le mec quand même... humainement parlant, il est quand même assez limite, hein. Il a quand même fait des sorties récemment où t'es un peu en mode ouais bon ok. Bref, que donne donc ce troisième OSS 117 ? Eh bien, certains parlaient d'une catastrophe. Sans être une catastrophe, on est quand même sur un troisième film qui se révèle tout juste sympathique et qui est surtout bien moins séduisant que ses prédécesseurs. On va dire que côté mise en scène ça fonctionne, parce que Nicolas Bedos encore une fois est un bon metteur en scène, mais dans l'écriture c'est souvent très maladroit. Je trouve que j'ai l'impression que Nicolas Bedos n'a pas compris le personnage, et que là où les deux premiers films étaient vraiment dans le côté pastiche, qui n'est à pas confondre avec la parodie. D'ailleurs, je vous recommande, dans ce contexte-là, je vous recommande la vidéo de Calmos sur OSS 117. Donc c'est un concept qui s'appelle Rigolo, où il parle de comédie française, et donc ils ont fait toute une émission sur les OSS 117 que je trouve géniale. Enfin, c'est une chaîne qui est géniale. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description. La vidéo en question, que je trouve très très bien, qui explique parfaitement ce qu'est OSS 117. En tout cas dans les deux premiers films, et le style Hazanavicius et le style pastiche, je trouve que c'est parfaitement expliqué, et surtout c'est des vidéos très très bien rythmées. Bref, et donc du coup ouais, ce troisième film, il y a un truc qui matche pas. L'humour a été remplacé par quelque chose par un espèce d'humour gênant. Où il y a beaucoup de moments de malaise, et je trouve que ça fonctionne pas tant que ça. Après, je dis pas, il y a quand même certaines vannes qui sont drôles, mais bon, ça se compte un peu sur les doigts d'une main quand même. Et surtout, dans le côté aventure et tout ça, c'est quand même... Enfin bon, je sais bien que c'est un peu un scénario prétexte, mais quand même... Non, puis même, enfin, il y a plein de bonnes idées qui sont balayées très vite, d'autres idées qui sont pas terribles et qui, je trouve, occupent beaucoup de temps, beaucoup d'espace. J'ai été assez déçu par les seconds rôles, notamment celui de Pierre Ninet. Je trouve que le personnage est assez intéressant. Après voilà, bon, par contre, Dujardin est toujours bon dans le rôle, ça y a pas de problème. Mais voilà, l'écriture, je trouve très faible, les gags sont souvent très lourds et pas drôles. Et non, enfin, c'est beaucoup moins fin que dans les deux premiers, quoi. Et pour le coup, ça m'a donné beaucoup envie de revoir les deux premiers. Ce qui pour le coup, c'est toujours ça de gagner, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est un peu le film qui te fait regretter les deux premiers. Bien que je l'ai trouvé très perfectible, les deux premiers. Mais pour le coup, ça m'a donné envie de les revoir, et de les revoir à la hausse. Pour le coup, donc... Bon, au moins c'est déjà ça, mais voilà. Du coup, ce troisième film, je sais pas. Je sais pas trop si je dois le vous recommander. Moi, je l'ai trouvé, malgré tout, bon, sympathique, hein, c'est pas un mauvais film, mais finalement quand même assez peu intéressant. Et surtout, ouais, enfin, différent et pas dans le bon sens par rapport aux deux premiers, je dirais. Voilà. Après, si vous aimez Dujardin, bon, vous pouvez quand même y trouver votre compte, mais bon, à part ça, pas particulièrement convaincu par ce troisième film. Du coup, préférez plutôt les deux premiers au 77, si vous ne les avez jamais vus, qui sont, eux, des bonnes comédies, et qui ont compris comment faire rire avec un humour noir, on va dire. Mais c'est des films qui le font bien, qui le font intelligemment. Encore une fois, je vous recommande la vidéo Calmos pour comprendre pourquoi. Voilà pour les sorties de 2021. On passe au film d'avant 2021, avec j'allais dire avec trois films un peu pointus. Alors non, pas le premier, on va y venir. La première sortie d'avant 2021, le premier film d'avant 2021 que j'ai vu donc sur cette première moitié du mois d'août 2021, c'est donc Au bout des doigts, réalisé par Ludovic Bernard,
qui est donc film qui est sorti fin 2018 au cinéma, je crois. Film avec notamment Logan Wilson et Kristen Scott Thomas. Alors bien que le rôle principal soit incarné par Jules Benchetrit, j'espère que je prononce bien. Je ne sais pas s'il y a un lien d'ailleurs avec le Benchetrit qui est un auteur, hein, me semble-t-il. Encore une fois, j'ai pas dire une grosse bêtise, je vérifie vite fait. Voilà, Samuel Benchetrit. Lecture depuis laptop au 4 CD un PGG. Excusez-moi, mon écho qui se déclenche sans aucune raison. Tais-toi. Donc oui, je ne sais pas s'il y a un lien avec Samuel Benchetrit, qui est un metteur en scène, et je vois que oui, c'est bien son fils, donc bon, très bien, donc bon. Pistonné. Je suis peut-être jaloux, effectivement. Bref, mais enfin, en tout cas, voilà. C'est un film qui raconte l'histoire, en gros, d'un jeune de banlieue qui est très doué au piano, et qui va donc être pris en charge par un professeur de musique au conservatoire. Et c'est typiquement le genre de film très cliché, hein, je veux dire, on est clairement sur un film presque niais, gentillé, qui est pas désagréable à voir, pardon, mais qui est franchement assez paresseux. Enfin voilà, c'est un film qui manque d'âme et de profondeur, en fait, tout simplement. C'est un petit peu le genre de film de dépassement de soi, tout ça, qui est très classique. On a vu 1000 fois avec un concours à la fin, tout ça. On a vu ça 1000 fois, il n'y a aucune originalité. Bon, les acteurs sont plutôt bons, mais franchement, voilà, c'est un genre de film que tu regardes un peu passivement. T'es en mode ok, bon, c'est ok, voilà, ça se regarde, mais c'est tout, quoi. Il y a rien dans la mise en scène, la bande originale est... Enfin, la musique, bon bah si, il y a des jolis moments au piano, mais disons que ça se voit qu'il y a énormément d'astuces de mise en scène pour voir que c'est pas vraiment les acteurs qui jouent. Donc du coup, la crédibilité est un peu envolée, et puis alors à la fin, j'ai trouvé particulièrement ridicule. Donc voilà, c'est le genre de film qui est totalement inoffensif et oubliable. Voilà, j'ai regardé ça complètement par hasard, ça passait sur France 2 pour tout vous dire un dimanche soir, et ça vaut pas plus, ça vaut pas plus. C'est le genre de film que tu regardes un dimanche soir quand t'as vraiment rien d'autre à faire. Voilà. Je l'ai vu, je l'ai oublié, on passe à la suite. Surtout en plus on va parler de films bien plus intéressants là. Et on commence avec La Collectionneuse, réalisée par Eric Rohmer, sorti en 1967. Film que j'ai eu l'occasion de voir parce qu'il était dans la sélection de la Cinétech de juillet 2021. Donc film de la Nouvelle Vague. Issu de la Nouvelle Vague, pardon, plutôt, donc Nouvelle Vague française, hein, qui a aussi vu émerger des metteurs en scène comme Jean-Luc Godard ou encore François Truffaut. C'était mon premier Eric Rohmer, ce collectionneuse, enfin La Collectionneuse, qui en gros voilà raconte l'histoire de 3 personnages qui sont en vacances dans une maison d'été en gros, et c'est l'amitié de 2 amis qui va être un peu remise en cause par une femme qui est donc vue comme une collectionneuse, qui en gros voilà est un peu une charmeuse, une croqueuse d'hommes comme on peut dire. Et donc je vais pas en dire plus. C'est un film d'une grande beauté visuelle déjà. Ça déjà on peut le dire directement, c'est-à-dire que vraiment, que ce soit dans la composition des plans, c'est un film qui est très dépaysant au niveau de l'image, ça y a pas de souci là-dessus, film d'été oblige quelque part. C'est très bien réalisé, l'histoire est assez entraînante, le film a le mérite d'être assez court, il dure à peine 1h30, et pour le coup, même si j'ai bien aimé le film, je suis assez content qu'il ne dure pas plus. Parce que voilà, du coup, le film a le temps voilà, de développer ses personnages, mais pas trop non plus. De développer son histoire, mais pas trop non plus. Je trouve que c'est plutôt juste ce qu'il faut. Après, voilà, il y a quand même un côté Nouvelle Vague, notamment dans le jeu des acteurs et dans les personnages, qui peut un peu troubler. Parfois, parfois c'est un petit peu... t'as l'impression qu'ils sont un peu à côté de la plaque. C'est un petit peu le style de la narration de la Nouvelle Vague. Ça peut déplaire, je comprends parfaitement. Moi, ça m'a pas particulièrement dérangé. Donc je dirais que je trouve que c'est un bon film, bon, qui n'est pas en plus flamboyant, mais c'est un bon film qui se regarde vraiment très bien et qui propose une excellente mise en scène et de très belles images. Donc voilà, c'est un film assez dépaysant et assez frais dans son genre, on va dire. Ça n'a pas particulièrement mal vieilli dans ses thématiques et dans sa façon de raconter son histoire. Donc voilà, c'est un bon moment avec un final très réussi. Malgré tout, je suis quand même assez content qu'il ne dure pas plus longtemps, quand même. Et le dernier film de ces films avant 2021, c'est Nuages épars. Donc, alors pas épars, E-T, vers partir, hein, épars, E-P-A-R-S. Film japonais sorti en 1967, réalisé par, alors je sais pas, je vais bien le dire, Mikio Naruse, je sais pas trop comment on dit. Pareil que j'ai vu à l'occasion de la sélection de la Cinétech juillet 2021.
Il est aussi dans le truc film d'été. Et en gros, donc ça raconte l'histoire d'une femme qui va perdre son mari dans un accident de voiture. Et en gros, disons que l'homme qui a renversé son mari va tomber amoureux d'elle. Voilà. J'en dis pas plus. C'est littéralement ça, l'histoire, et donc c'est un petit peu une histoire d'amour impossible, en gros. Et alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le dernier film de ce cinéaste, Mikio Naruse. Alors c'est le premier film que je vois de lui. Je commence par son dernier film, c'est un peu bête, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Et en tout cas, c'est un très beau film, qui est porté par d'excellents acteurs et des personnages attachants. Et donc voilà, c'est une histoire d'amour impossible, qui se révèle très touchante et en plus assez moderne, parce qu'il y a vraiment une... Parce que voilà, c'est un petit peu le genre d'histoire d'amour un peu tabou, qui existe aujourd'hui. Je sais pas si forcément ça existe plus aujourd'hui, mais disons que dans les mœurs, c'était ce genre d'histoire d'amour dans les années 60, c'était complètement mal vu. Et même, il y a une certaine réflexion dans la condition de la femme, dans le couple, dans l'émancipation féminine, tout ça. Donc tout ça, il y a des thématiques très modernes là-dedans, qui sont assez pertinentes. Et surtout, bah voilà, du coup, du coup, cette histoire vraiment belle, à la fois tragique et belle, et aussi mise en lumière, si on peut dire, par une très bonne mise en scène et une très bonne mise en musique aussi. Il y a de très beaux passages musicaux, il y a une très belle mise en scène, vraiment, il y a de très très beaux plans. Et non, enfin voilà, ça dure un peu moins de 2 heures, et vraiment c'est extrêmement passionnant à regarder. Vraiment, c'est un très beau film, tout simplement, c'est un très beau film. C'est un très beau film. Je sais pas trop quoi vous dire en fait finalement. Il y a vraiment de très belles scènes. Il y a vraiment les personnages sont tous attachants. C'est un film parfois qui est assez drôle aussi. Il y a des seconds rôles qui sont assez savoureux. Donc c'est une vraie galerie de personnages qui est très intéressante, même si on se concentre évidemment sur les 2 personnages principaux, donc la femme, la veuve et le mec qui a renversé le mari de la veuve. Mais ça n'empêche pas qu'il y a de second rôles très bien sentis. Ça n'empêche pas que voilà, c'est un film qui est assez... qui dit beaucoup de choses sur la société japonaise à cette époque-là. Et donc il y a presque un côté documentaire là-dedans qui est assez intéressant. Et encore une fois, en termes de cinéma pur, on est sur quelque chose de très très intéressant et de parfaitement recommandable. Ça m'a donné envie de voir plus de films de ce cinéaste, et aussi plus de films japonais. De toute façon, après, je sais que j'ai des grosses lacunes en termes de cinéma japonais, et avec ce genre de film, ça prouve bien qu'ils font d'excellents films. Donc voilà, Nuages épars est un film que je vous recommande absolument. Et c'est enfin, c'est déjà, pardon, j'arrive même plus à parler, la fin de ce jeu de ciné. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous l'aurez suivi avec intérêt. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour un nouveau jeu de ciné, donc avec Marie et un nouveau vice versa, et d'autres films bien sûr. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, à la prochaine. Voyez des films en salle, ou voyez des films tout court. Des bisous à vous, ciao!